Bon, bah, écoute, en tout cas, bonjour à tous. Merci d'être présents là pour ce webinaire qu'on a décidé de dédier aux appels sortants, un sujet qui n'est pas forcément toujours très simple. Donc, je suis Frédéric Compain, le directeur général du LEX. Donc moi, je suis Borja Sixto, je suis l'un des cofondateurs de la société Ulex qui développe Voxybot, qui est une solution callbot. Donc on verra appel entrant, appel sortant. Les appels sortants ne sont pas négligeables dans ce qu'on a l'habitude de faire avec nos partenaires et clients. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'être accompagné par Frédéric Canvet. Donc, Bah, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Frédéric Canvet, je suis product manager chez Eloquent. Je m'occupe de la partie bots. Parfois, je donne aussi des coups de main sur certains gros projets. Et donc, mon objectif, moi, c'est de faire un petit retour d'expérience en tant que client sur justement la mise en place d'un callbot. Et je vous parlais un petit peu de la gestion de projet de manière globale parce que je sais que Frédéric et Borja vont parler un petit peu de l'aspect technique. Moi, je vous donnerai un petit retour d'expérience d'une gestion de projet globale avec l'importance en fait du facteur humain, du facteur compréhension des demandes au-delà de la simple partie technique et des briques technologiques que nous apporte en fait Ulex, puisque en fait on est partenaire, distributeur des solutions Ulex et on se connecte à nos solutions à nous. alors, Borja, qu'est-ce que tu nous as préparé là pour ces 30 minutes? Alors, on a fait un sommaire très rapidement. Donc, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va être amené à utiliser un callbot et comment ça marche dans un deuxième temps sur la méthodologie avec des éléments un peu plus techniques. Un retour d'expérience au moins sur 3 cas d'utilisation. Le premier qui concerne des notifications vocales, donc on a besoin de pousser une information à un certain nombre de contacts. Et puis 2 cas un peu différents, la qualification de contacts, on va aller chercher des informations qui peuvent être des informations très riches, on le verra finalement avec un cas concret. Et puis, le cas un peu plus classique qui consiste finalement à récupérer un retour d'expérience via le canal téléphonique. Et on terminera par Frédéric qui viendra justement, comme il l'a annoncé, partager son point de vue, son point de vue partenaire et client sur l'usage de Voxybot et du cas des appels sortants. Et puis, on a prévu aussi à la fin une séance de questions-réponses. Donc, on prendra quelques minutes pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Alors, avant de démarrer, en fait, on s'est dit que c'était intéressant de rappeler en fait à quoi pouvait servir un callbot, notamment pour des appels sortants. Il y a un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le callbot, on utilise la voix. Et la voix, ça reste quand même le canal privilégié aujourd'hui des consommateurs pour contacter les services clients. Et la voix permet également d'être très riche, et beaucoup plus, par exemple, qu'un SMS ou qu'un écrit. Voilà. Donc, on va être capable d'avoir un dialogue plus enrichi. Et puis, finalement, en fonction de l'interaction qu'on va pouvoir avoir avec le client, on va pouvoir mettre en place un scénario plus complexe qu'à l'écrit. Il y a un deuxième sujet, il y a un de nos partenaires là, qui me disait que les appels sortants, tout l'enjeu, c'était de passer finalement de l'intrusion à l'acceptation. Donc c'est vrai que en tant que consommateur, on est parfois agacé quand on est contacté là, par tous ces centres d'appels sortants. Donc il y a un vrai enjeu de transformer cette intrusion en acceptation. Le callbot, il va permettre de s'affranchir des contraintes de temps parce qu'aujourd'hui, et de volume. Donc, en fait, il va permettre, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, de traiter un très gros volume de données, un très gros volume d'appels sur des durées réduites. Donc, voilà principalement à quoi peut servir un callbot. Et donc, concrètement, Borja, j'ai envie de te demander, finalement, ce callbot, il permet de faire quoi? Alors, moi je résumerais ça en 2 choses. Euh, euh, Annoncer une bonne nouvelle et éventuellement, dans le cas finalement on vient récupérer, c'est prendre des nouvelles des clients. Voilà, on a besoin d'informations sur ce qui s'est passé suite à par exemple une vente ou simplement rappeler des rendez-vous. Donc, annoncer une bonne nouvelle ou prendre des nouvelles parce que finalement on va aller chercher des informations chez les contacts. Donc on ne Alors, parle pas de prospection. Directement, c'est ça.
Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils ou de canaux là, qui existent pour faire des appels sortants. Et Callbot, comment il vient s'intégrer finalement au dispositif actuel? Alors, comme tu l'as vu, comme tu l'as annoncé, c'est plus bon slide, si tu peux remettre l'autre. Voilà. Un gros volume d'appels, donc ça implique finalement une capacité parfois démesurée, il faut le faire en un temps record. La notion d'alerte, donc souvent finalement ces campagnes elles sont un peu précipitées par des événements. On a mis un exemple de météo, voilà, dans le cas des assurances, on peut être amené à prévenir des clients d'une tempête et de prendre certaines précautions. Ça vient aussi finalement compléter des dispositifs qui ont déjà été mis en place d'information, SMS, mail, qui n'ont pas été vraiment efficaces sur un certain nombre de profils. Donc, on peut être amené finalement à les appeler au téléphone. Et puis, tout ce qui est appel à faible valeur ajoutée, comme des rappels de rendez-vous, des process d'inscription, où là, finalement, ponctuellement, on va être capable de diffuser un message et d'emboîter le pas, finalement, d'une mise en contact entre ces personnes et les organismes ou les sociétés. D'accord, donc ça, c'est ce que peut faire un callbot. Et donc, effectivement, ce que je te demandais, c'est par rapport aux autres solutions existantes, comment ce callbot vient s'insérer dans le dispositif, hein. Effectivement, quand on veut contacter des personnes, il y a différentes options. On peut utiliser des agents qui peuvent prendre le temps de générer des appels, mais on a vu qu'il y avait certaines contraintes et limitations parce que c'est compliqué à mettre en place. On voit souvent finalement des partenaires qui nous disent de rappeler par exemple des clients avec des agents, c'est compliqué, notamment dans le cas de perte d'appel. Donc il y a les solutions digitales, SMS, mail, qui sont aussi très massives, mais pour lesquelles finalement on n'a pas toujours un retour très fin sur ce qu'on attend des utilisateurs. Exemple type, les campagnes de retour de satisfaction. Donc le callbot pallie finalement un certain nombre de ces limites et permet finalement de rentrer en contact direct et interactif avec les utilisateurs, ce qui nous permet d'avoir une immédiateté quand même de retour. D'accord, donc il y a vraiment une notion d'immédiateté qui est importante. Et en termes de capacité, qu'est-ce que ces robots, ces machines sont capables de faire? Alors, ça peut être très variable, mais effectivement, il y a des très grosses campagnes finalement, et on verra un exemple concret tout à l'heure. On parle de 150 000 appels par jour, ça peut aller bien au-delà. En termes d'appels simultanés, on se rend compte effectivement qu'on est capable de générer, grâce finalement à un bon raccordement téléphonique, un très gros volume d'appels simultanés, et donc d'avoir vraiment un impact sur les contacts très important. Le 24-24, ça ne veut pas dire qu'on va appeler les gens la nuit, mais ça veut dire qu'on a la capacité d'avoir la possibilité de prendre des appels en retour. Une fois qu'on a appelé, qu'on a un appel perdu, les utilisateurs peuvent être amenés à rappeler à des moments différés, parfois même la nuit. Donc, on a cette 24-24 et 7 jours sur 7. Donc, une gestion intelligente des appels, on le verra dans le scénario, on prévoit des choses sur la disponibilité, sur le temps et sur éventuellement le rappel. On peut interrompre un formulaire long et le reprendre. Et puis, toujours penser finalement que certains utilisateurs vont pas adhérer peut-être ou vont rencontrer des difficultés de parcours, d'avoir un conseiller en repli. Ça peut être important pour certaines campagnes, pour certains types de campagnes. D'accord, donc aujourd'hui, on est capable de concilier à la fois ce robot, cette machine, avec des téléconseillers. Et là, tu nous as parlé de très gros volumes, hein, 150 000 par jour, ça c'est énorme. C'est rentable à partir de combien d'appels par jour, ce type de solution, hein? Ouais, une cinquantaine d'appels par jour, c'est aussi des campagnes finalement qui peuvent être comme ça, morcelées, ponctuelles, et pour lesquelles finalement le système peut aussi répondre. D'accord. Alors, pour mettre en place une campagne d'appels sortants, ça prend combien de temps? Ça se passe comment? Alors, on a défini 4 grandes étapes. Il y a une étape de préparation. Alors forcément, on va récupérer des listes de personnes qui sont ciblées par ces appels. Il y a un travail sur le scénario qui peut être très simple parce qu'on a juste une notification simple, mais ça peut aller très loin. On le verra avec les cas d'usage où on vient récupérer des informations relativement complexes
des personnes que l'on appelle. Une phase d'exploitation où on peut la coupler, comme on l'a vu tout à l'heure, avec d'autres canaux, le SMS notamment, on prévient d'un appel lorsqu'on fait lorsqu'on vient compléter des fiches, par exemple. Il faut quand même que les utilisateurs soient un peu au courant de la thématique un peu qui peut être abordée lors de cet appel-là. Donc, il y a un travail préparatoire. Un contrôle de qualité qui se fait de bout en bout, hein. Les campagnes, on les surveille, on regarde finalement si on n'aurait pas raté quelque chose, parce qu'en termes d'expérience, les utilisateurs peuvent avoir parfois des comportements qui sont surprenants. Donc, on a ce suivi finalement en temps réel durant le déroulement des campagnes. Puis forcément, ce qu'attendent nos clients, c'est un reporting relativement détaillé sur la capacité d'avoir pris contact avec chacun des contacts et ce qui s'est déroulé. Voilà, s'ils ont accepté, s'ils ont écouté. Et c'est important de voir finalement quelle a été l'efficacité globale de la campagne qui peut être altérée par des mauvaises listes, par des personnes qu'on a appelées au mauvais moment, et du coup de revoir un peu sa stratégie par un reporting qui permet d'avoir des KPIs très fins. D'accord. Et là, donc on a une phase de préparation qui dure une semaine. Ensuite, on fait notre campagne et tu as un suivi quotidien. Est-ce que tu as des contraintes légales? Parce qu'aujourd'hui, donc, on traite des gros volumes d'appels. On va notamment récupérer des données. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières liées à ces campagnes? Alors oui, forcément, on n'appelle pas n'importe qui, n'importe quand pour n'importe quoi. On régule, nous, nos campagnes finalement sur la relation qu'a un client fournisseur. Ou alors, on verra tout à l'heure pour des gens qui peuvent être en intérim, par exemple. Donc, tout ça, c'est de plus en plus encadré. L'ARCEP est en train aussi finalement de légiférer pour éviter finalement ces harcèlements qu'on a tous subis par les appels téléphoniques. Donc, il y a certaines règles à respecter, et notamment les règles RGPD européennes qui visent à contrôler les données. Donc, si je ne veux plus être appelé, il doit y avoir un moyen finalement de s'opposer. Et ça, c'est des choses qui sont aussi régulées en amont avec les clients qui nous demandent d'appeler leurs clients. D'accord. Donc, il y a des contraintes. Par contre, ces campagnes d'appels sortants, c'est pas mort. Non, c'est pas mort. Après, je pense que c'est le moyen aussi de maintenir un certain lien avec les clients, de les appeler de temps en temps. Moi, par exemple, j'ai pris de manière très positive finalement que mon assureur m'appelle pour me prévenir des intempéries. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ces infos. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on présente des cas concrets pour illustrer effectivement ce qu'on est capable de faire en termes de cas d'usage. Donc, on a un premier cas là, en Amérique latine que je te laisse nous présenter, et puis je montrerai la petite vidéo juste derrière. Alors, Vozy, un de nos clients partenaires, sa problématique, on parle de la Colombie, et donc il y a une activité de relance téléphonique qui va au-delà de ce qu'on peut connaître nous en Europe, parce que c'est plutôt finalement de la facture vocale. Donc, on vient appeler des personnes pour leur rappeler finalement de payer finalement des abonnements ou des micro-payés ou des micro-crédits, pardon. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'utiliser un callbot qui va notifier finalement, voilà, ça n'a pas été payé, ça doit être payé pour telle date. Il y a un consensus aussi qui peut être trouvé par rapport à une date de paiement, et on est là sur des très grosses volumétries, puisqu'on parle de 2 millions d'appels par mois. D'accord. Donc, on a une petite vidéo. Alors, c'est en espagnol. Je m'en excuse pour ceux qui ne parlent pas espagnol, mais c'est juste pour illustrer le rendu que ça peut donner. Hola, buenos días. Te habla Lili del Banco ABC. ¿Hablo con Laura? Sí, ¿qué necesitas? Hola Laura. Te estoy llamando porque quisiéramos revisar una compra con la tarjeta Visa terminada en 3.805 por un valor de $489 en el comercio Sunplique. ¿Puedes confirmarme si está correcta? Sí, es así, estoy comprando un audio para mi auto. Ok, muchas gracias por la confirmación. Que tengas un feliz resto de día. Ciao. Donc, comme on le voit, c'est des appels relativement courts. Là, on vient vraiment confirmer un paiement ou demander finalement un paiement. Voilà, c'est ça essentiellement la volumétrie Vozy actuellement. Alors après,
un deuxième cas qui est, j'ai envie de dire, un peu plus élaboré, hein. Donc là, c'est avec une grosse agence d'intérim. Donc la problématique de ce client, c'est de valider la disponibilité des intérimaires afin ensuite de pouvoir leur proposer des jobs. Donc tout l'enjeu pour eux, c'est de mettre à jour ces profils dans l'outil métier, et puis également aussi de lancer une nouvelle dynamique proactive dans la relation avec ces intérimaires. Et donc, la solution qui a été mise en place, c'est une solution de callbot d'appel sortant qui finalement va aller dérouler un questionnaire en demandant aux intérimaires leur métier, leur nom et en validant leur disponibilité. Donc, en termes de résultats, c'est assez impressionnant, hein. C'est plus de 150 000 fiches qualifiées sur une période de 3 semaines, avec des économies de l'ordre de 60% pour le client. Et donc, ça lui a permis de dégager 3 personnes à temps plein en utilisant ce bot. Donc, ce que je te propose, Borja, c'est que tu nous expliques un petit peu effectivement en quoi ça consiste et comment ça marche. Alors, comment ça marche? Il y a des grandes étapes finalement de la qualification. Ça peut commencer par l'envoi d'un SMS. On a dit que préparer finalement le client à recevoir l'appel, ça peut être aussi bénéfique globalement pour le déroulement complet de la campagne. On peut être amené à le contacter à plusieurs reprises, peut-être à des heures différentes. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de l'atteindre. On le verra dans la slide suivante, qu'est-ce qui se passe si finalement il ne répond pas. Mais si pendant le déroulement finalement des échanges, là aussi, on peut prévoir d'avoir des agents qui peuvent prendre le relais. Ça arrive que certains utilisateurs finalement demandent des informations annexes, et du coup, d'avoir le support d'un humain peut convenir aussi à certaines personnes qui sont parfois réfractaires finalement aux échanges avec les machines. Donc en fait, si je comprends bien, donc déjà on prévient la personne avec un SMS pour dire attention, on va vous appeler. Donc déjà on le prépare, ensuite on l'appelle. Avec plusieurs vagues potentiellement. Avec plusieurs vagues. Tu déroules le questionnaire. Si jamais ça ne se passe pas bien, on peut transférer sur un agent. Donc maintenant, effectivement, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on appelle et que la personne ne répond pas et que je tombe sur son répondeur, par exemple? Voilà, alors différentes stratégies peuvent être amenées. On l'a vu tout à l'heure que le fait d'appeler avec une machine nous donne beaucoup plus d'amplitude à pouvoir recevoir des appels. Donc lorsqu'on tombe sur le répondeur, la machine est capable de le détecter. Quand on tombe sur la messagerie, on peut déposer un message explicite finalement l'incitant à rappeler la machine en lui disant qu'elle peut le faire à n'importe quel moment. Et ça permet d'étendre justement l'efficacité de la campagne, puisque les gens vont rappeler à des moments où ils seront au calme, ils seront plus disposés à répondre finalement à des questions qui peuvent être relativement complexes dans certains cas. Alors, on a une petite vidéo là qui illustre le dialogue. Donc, je vais la dérouler. Donc, ça, c'est des enregistrements réels, hein. C'est avec des vrais clients. Allô? Oui. Je suis Allô? votre agence d'intérim. Je cherche à parler à... Est-ce bien vous? Oui. J'ai pour mission de vérifier et mettre à jour votre profil. Avant toute chose, sachez que pour le traitement efficace de notre échange, celui-ci sera enregistré. Auriez-vous 2 à 3 minutes à m'accorder? Oui, j'ai 3 minutes à vous accorder. Super, sachez qu'il y a quelqu'un qui m'assiste et prendra le relais si je devais rencontrer des difficultés au cours de l'échange. On va commencer par votre ville de résidence. Je lis que vous habitez à Château-Renard, code postal 13160. Est-ce exact? C'est exact. Je vais vous poser une série de questions où vous pourrez répondre par oui ou par non. Si vous détectez une erreur et répondez non, nous reprendrons le sujet dans un deuxième temps pour mettre à jour votre profil. C'est parti. Je vois que vous êtes en recherche pour tout type de contrat, CDI, CDD, intérim. Est-ce toujours Oui. le cas? Oui. Bien, je lis que vous recherchez un poste à temps plein. Est-ce exact? Oui. Bon, donc voilà ce que ça peut donner en termes de dialogue, hein. On a volontairement coupé, hein, mais on voit vraiment qu'il y a une interaction entre l'intérimaire et le bot, sachant qu'in fine, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir lui proposer des missions.
Et on a un dernier cas d'usage qu'on avait préparé pour vous, donc sur la mesure de satisfaction. Voilà. Alors, dans la mesure de satisfaction, il y a toujours un acte au préalable, hein, un acte d'achat, un acte de service. Donc, on veut récupérer le niveau de satisfaction et si le client a été bien servi. Donc, la machine va spontanément appeler peu de temps après cet événement pour récupérer un niveau de satisfaction. Alors là, on va au-delà des touches d'une note de 0 à 10 ou 9. On va être capable de récupérer des informations beaucoup plus subjectives sur le déroulé et sur ce qui s'est passé concrètement. Donc, voilà les 3 cas qu'on voulait vous présenter. On a mis un dernier slide. Effectivement, il y a un certain nombre de cas d'usage. Donc, on ne va pas tous les lister. Alors, Borja, je ne sais pas si tu veux nous en prendre un ou deux, là, plus significatifs. Alors, effectivement, quand on est sur des clients, il y a des actions promotionnelles, il y a des informations qu'on est capable d'envoyer. Il y a le cas très typique sur les associés au rendez-vous, donc éviter finalement que les personnes ne viennent pas au rendez-vous et les rappeler. Et notamment, le canal téléphonique peut être un bon outil pour les personnes d'un certain âge qui ne sont pas très à l'aise avec les outils digitaux et la gestion des SMS, par exemple. Et puis, effectivement, toutes ces enquêtes de satisfaction, on a amené à appeler des gens pour collecter des informations et ces informations vont permettre finalement de mieux les servir. Écoute, merci. Frédéric, on va te donner la parole pour que tu nous donnes un petit peu ton retour d'expérience puis les bonnes pratiques que vous avez mises en place là, chez Eloquent autour de ces bots d'appels sortants. Ouais. Alors en fait, nous, Eloquent, on est éditeur de solutions de centres de contact et de mesures de la satisfaction client et collaborateurs. Et c'est vrai que on est partenaire du Lex et on utilise les briques technologiques du Lex pour connecter nos solutions de centre de contact à des solutions de callbot. Et donc pour ça, en fait, on met en place des callbots. Là, par exemple, pour Enedis, hein, si vous appelez de temps en temps parce que vous avez une panne électrique ou des choses comme ça, vous avez actuellement une forte chance de tomber sur un bot qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez une panne électrique, est-ce que vous voulez changer de compteur, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est des exemples de bots qu'on a mis en place. Alors au niveau des bonnes pratiques, moi ce que je vois, callbot, appel entrant, appel sortant, on est toujours un petit peu sur les mêmes sujets, c'est que le bot en fait est un projet avant tout humain et informatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre uniquement sur l'aspect informatique. On va se connecter au système d'information, hop, on va balancer un message et puis le client, il va se débrouiller. Non, c'est pas comme ça. Il faut véritablement se dire que on doit proposer une bonne expérience client et pas faire comme on voit trop souvent lorsqu'on a un chatbot ou un callbot, avoir un appel où on est un peu perdu et on se dit le bot il comprend rien, etc., etc. Et il y a un vrai gros travail là-dessus. Et par exemple, sur le projet qu'on a sorti il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines avec justement une ex sur Enedis, là, on se rend compte qu'il y avait tout l'aspect technique qu'on avait bien bordé, qu'on avait bien validé, et quand on a mis en place pour la première fois le bot avec les clients, on s'est rendu compte qu'au niveau du scénario conversationnel, il y avait un travail à faire sur la profondeur des questions, sur l'envoi par exemple de messages, etc. Et c'est en travaillant en test and learn qu'on voit que il y a des petites optimisations et qui font en sorte que finalement le bot va être autosuffisant pour répondre à la question, ou alors au contraire, on se rend compte que le bot il répond une bonne question il comprend la question et il fait une bonne réponse, mais le client derrière, il veut quand même parler à un conseiller. Et ça prouve que la profondeur et la pertinence de la réponse qui a été faite n'est pas la bonne. Et à ce moment-là, soit en fait il faut l'améliorer, soit il faut découper la réponse, etc. Donc ça, cet aspect vraiment compréhension est important. Et donc la première suggestion que je fais, c'est avant de décider un scénario et penser des choses, il faut vraiment écouter des meilleurs appels, essayer de cloner le meilleur agent avec ses réponses et si nécessaire, la découper et vraiment la tester après auprès des agents parce que c'est eux qui vont dire oui, c'est une bonne réponse, ah, c'est pas suffisant, etc., etc. Alors, bien sûr, après, nous, on l'a vu dans les grosses entreprises, parfois, il y a des gens qui disent non, mais c'est ça qu'il faut répondre, d'autres qu'il faut répondre ça, etc., etc. Mais au final, c'est les personnes du terrain qui ont raison. Ensuite, dans certains cas, quand on a des termes un petit peu techniques, en fait, parfois, il faut apprendre à personnaliser le speech to text, c'est-à-dire apprendre la machine à reconnaître des mots-clés. Par exemple, nous, on avait des mots-clés comme Enedis, NJ, Linky, coffret Sekelec, tous ces trucs-là, et en fait, qui sont des mots un peu particuliers. Et donc, en fait, le STT doit
si on est sur des gros volumes, c'est intéressant d'apprendre à reconnaître ce vocabulaire parce qu'autrement, NJ, le bot, il va comprendre N et J au lieu de comprendre NJ. Et donc, s'il y a vraiment de termes techniques comme ça qui sont importants, il ne faut pas hésiter à le faire avec des outils de speech to text qu'on met à disposition. Le SMS aussi, ça, on en a parlé tout à l'heure. En fait, il ne faut pas que la personne soit surprise. Comme le disait très bien Borja, on le voit bien que si la personne reçoit un appel d'un robot, elle dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est encore une publicité, c'est encore une promotion. Non, il faut que l'appel soit attendu. Et comme tu disais, que ce soit une bonne nouvelle, ou alors ça peut être une mauvaise nouvelle, hein, comme tu l'as dit, avec des intempéries, ou faut que la personne soit sache qu'il y a un bot qui va l'appeler. Ensuite, autre chose, là, on l'a vu un petit peu dans les exemples que tu as donnés, les voix de synthèse vocale commencent à être quand même relativement proches. En plus, il y a des différents types de voix. Il y a des voix sur Google, il y a des voix sur d'autres systèmes qui commencent en fait à ressembler beaucoup à une voix normale. Et la personne, si elle est un petit peu surprise, au début, elle se rend pas compte qu'elle parle avec un robot et elle discute un peu. Elle dit mais vous voulez quoi, madame? Et on l'a vu, bonjour madame et des choses comme ça. Et les gens sont un peu surpris. Donc, il faut dire qu'on est un robot. Bonjour, je suis un assistant virtuel. Bonjour, je suis un assistant robotisé, etc., etc. Pour que la personne ne soit pas surprise, il faut me dire au moins 2 fois au début afin d'être sûr que la personne elle comprenne bien que c'est normal que quand on parle en même temps que le robot ne comprenne pas. Et justement, c'est la suggestion d'après, c'est dans certains cas, quand on a des gens qui ne sont pas habitués, personnes âgées, etc., etc., et ça peut être intéressant de rajouter des petits bips. Là, on a vu dans l'exemple tout à l'heure de l'agence d'intérim, le client avait parfois un peu tendance à parler en même temps que le robot. Or, en fait, dans ce système de bot, c'est chacun son tour. Ce qui peut être intéressant, c'est rajouter des petits bips. Et bips, en fait, c'est ce que permet de faire la solution UX, c'est que, hop, on dit, c'est un petit bip qui dit un petit peu, c'est à vous de parler. Et en fait, on se rend compte dans les échanges qu'en rajoutant ces petits tidit, en fait, la personne, elle comprend finalement qu'elle doit parler après le bip. Et ça, c'est un petit truc en plus. Voilà. Aussi, au niveau du scénario, toujours commencer par des questions simples, ouvertes au début, des oui, non, etc. Et c'est uniquement à la fin qu'on va faire des questions ouvertes en disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un avis? Est-ce que vous avez une remarque particulière? Il faut faire ça vraiment au départ. Ensuite, on expérimente et ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire des lancements sous contrôle. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, le bot, il sera jamais parfait. Il faut commencer par un système où on fait 100 appels, 500 appels, etc., etc. Et c'est avec cette force de volume qu'on fait des corrections. Donc, c'est vraiment une démarche test and learn et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est là, en fait, qu'on va se dire, ah ouais, tiens, ce scénario-là n'est pas bon. Ah, cette question-là, elle n'est pas très bonne. Ah, ça ici, il y a peut-être des choses à optimiser. Et on optimise pour avoir en fait un scénario complet. Et de fait d'avoir 100, 200 appels au départ, permet d'avoir une écoute exhaustive et de voir un peu de ce qu'on peut faire. Et le dernier point, tout simplement personnaliser l'accueil en cas de réappel. Par exemple, la personne elle a appelé et elle a été coupée pour des raisons X ou Y. Par exemple, elle faisait un questionnaire de qualif et finalement, ah merde, je suis dérangé, je raccroche. Et c'est bien pour dire voilà, est-ce que vous voulez reprendre le questionnaire à l'endroit où vous êtes arrêté? Et ça, c'est toujours intéressant. Et je dirais qu'à la fin, vous avez réussi et vous avez atteint le bon niveau d'expérience client quand l'utilisateur dit merci ou au revoir à la machine. Et c'est là véritablement qu'on sait qu'on a un bon design conversationnel. Voilà. Donc ça, c'était mon petit retour d'expérience. Top. Écoute, Frédéric, merci beaucoup pour ce retour. Effectivement, l'importance de l'humain là, dans toutes ces solutions. Je vois le compteur de l'heure là qui avance, il est 11h30. Est-ce qu'on prend quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions? Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions.